Alors vous le savez, on dit souvent que la bourse évolue en fonction des fondamentaux des entreprises, de leurs profits bien entendu, de la psychologie des foules, de la macroéconomie, heu, c'est très bien. Mais elle évolue aussi selon la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire l'offre de titres, du nombre d'actions multiplié par le nombre de titres et cetera existants et donc la capitalisation boursière et la demande. La demande pour ces titres-là, c'est-à-dire les liquidités qui veulent s'investir en bourse. Et ça, on oublie cet aspect technique, essentiellement parce que même si mes entreprises admettons, même si mon économie est pourrie, même si mes entreprises sont pourries, donc je n'ai aucun intérêt à vouloir y investir puisque ça perd de l'argent et cetera, mais que j'ai énormément d'argent et qu'il y a, de l'inflation et donc que je perds également encore plus d'argent à cause de la dévaluation des monnaies, je suis donc forcé d'investir sur des actions. Si je pars dans un monde où il n'y a pas d'obligations et cetera, pas d'alternative, je suis forcé d'acheter des actions. Malheureusement, pour moi, en fait, toutes les bonnes actions ont été rachetées et sorties de la cote et donc en bourse, sur le marché, on va dire, public, il n'y a que des mauvaises actions. Mais comme je suis obligé d'investir, eh ben, j'ai une demande qui est forte pour une offre qui est réduite, et donc j'ai le prix de ces actions-là qui monte quand même. Alors j'exagère évidemment et je pousse le bouchon très loin, mais c'est juste pour bien vous expliquer qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des flux et que très souvent, donc, parce qu'on a des flux qui sont importants pour une offre d'actions qui est réduite, vous pouvez avoir des hausses très importantes, la concentration des indices, le fait que tout le monde veut les mêmes actions avec de la visibilité, etc. Et que donc c'est comme si les autres actions n'existaient pas. Et donc en fait, vous avez potentiellement pas la meilleure économie du monde, mais vous avez la meilleure bourse du monde parce que toutes les liquidités, si vous voulez, vont chercher le même endroit et cet endroit-là n'a pas énormément d'actions à disposition. Donc le prix augmente. C'est de la même manière, si vous voulez, où vous regardez toutes les Lego, les cartes Pokémon, les cartes Magic, et cetera. C'est tous les trucs où, nous, à notre époque, on jouait à ça et on n'avait pas forcément l'argent et nos parents n'avaient pas forcément l'argent de nous payer ces trucs-là et c'était à la mode et on arrive donc, si vous voulez, dans notre vie, salariée où on a les moyens de se les payer et donc on va chercher la nostalgie et finalement à racheter ce truc-là. Typiquement, la carte n'a aucune valeur. Certaines sont tirées à moins d'exemplaires, et cetera. Mais si vous n'avez pas de demande pour ça, ça a zéro valeur. Ça n'a une valeur que parce qu'il y a une demande. Et plus la demande est forte, plus les cartes sont rares, et cetera, plus votre offre est limitée, plus les prix augmentent. Et ça, in fine, on peut se dire que ça se finira le jour où, ben, notre génération, globalement, ceux qui ont connu ces produits-là, n'en auront plus intérêt, à les conserver ou n'en achèteront plus parce qu'ils ont passé l'âge et cetera. La nostalgie est passée, hem, éventuellement chercheront à les vendre et là, vous aurez un surplus d'offres par rapport à une demande réduite, les prix chuteront. Donc c'est toujours vous devez toujours comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent et la bourse, c'est exactement la même chose. Il y a des périodes, si vous voulez, où l'économie peut être pas tip top, les entreprises pas tip top, mais vous avez une forte demande d'argent qui veut rentrer en bourse et c'est ce qui vous permet d'avoir des prix qui sont bien supérieurs à des périodes où l'économie était bien plus satisfaisante et c'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes que, la bourse reflète pas l'économie et cetera. Bon, d'une part, ça reflète pas l'économie parce que vous avez c'est les PME qui reflètent l'économie et en bourse, vous avez essentiellement des très grosses boîtes. Donc voilà et donc le graphique, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années et pourquoi du coup, on peut considérer ensuite que la bourse est chère. Est-elle vraiment chère? En fait, c'est parce que vous avez surtout tout le monde qui veut avoir les mêmes actions. Donc forcément, on accepte de payer plus cher pour l'obtenir. C'est toujours la loi de l'offre et la demande. Et regardez ce qui se passe depuis les années 2000. Vous voyez ici, en fait, si vous voulez, les actions qui sont retirées de la bourse versus les actions qui sont cotées sur la bourse. Et vous voyez bien que vous avez eu une baisse de quasiment 50% du nombre de titres disponibles. On ne parle pas des titres de qualité, mais vous avez déjà 50% de titres moins disponibles. Ça veut dire que le flux, en tant que tel, il a 2 fois moins d'actions potentielles sur lesquelles s'investir. Ça veut dire qu'il est déjà, par définition, plus concentré qu'avant. Si on va regarder les raisons de délisting, c'est-à-dire pourquoi on retire des actions de la bourse, bah, les faillites. Et puis derrière, vous avez des business qui décident de mettre la clé sous la porte en fait et de rembourser les actionnaires, etc. Et vous avez les fusions-acquisitions, donc tout ce qui va être racheté.
Et ça aussi, voilà, beaucoup de titres sortent de bourse parce qu'ils se font racheter. Et c'est là où c'est très intéressant parce que si vous regardez en fait ces 20 dernières années également, on a sorti énormément d'actions de bourse parce que c'est des titres qui sont faits rembourser, qui se sont fait racheter, etc. Et ils sont souvent fait racheter par le private equity. Private equity, où il y a eu finalement une offre assez réduite, mais une demande supérieure, qui se sont retrouvés avec de l'argent gratuit, des taux zéro sur ces 10 dernières années, à valoriser des business qui n'auraient pas été aussi bien valorisés sur les marchés boursiers, et donc à pouvoir profiter des sous-valorisations sur les marchés boursiers pour acheter des boîtes dont plus personne ne veut parce que les flux, si vous voulez, sont sortis de toutes ces petites boîtes qui sont sous-valorisées, qui ont des capitalisations intéressantes, qui ont des business intéressants, mais plus personne ne les veut parce que tout le monde veut que des grosses boîtes avec de la visibilité, etc. Donc plus de cyclicité, c'est ce que et le consensus voulait. Comme ces boîtes-là, avec visibilité, pas de cyclicité, il y en a pas beaucoup, ben, en fait, il y a eu des montagnes de flux qui sont désinvestis, de l'énergie, du truc, de machin, parce qu'on a fait du ESG porn et si vous voulez, on a pu créer les concentrations de cette manière-là. Mais d'un autre côté, tout l'argent qu'on a désinvesti, ça a fait baisser un certain nombre de boîtes qui font des profits, qui ont des perspectives, etc., en dessous d'un certain niveau de valorisation qui commence à intéresser évidemment, bah, les patrons enfin, les patrons familiaux pour sortir la boîte et la reprendre, les private equity, etc., et qui proposent derrière des primes qui sont pas énormes, en général 30% pour sortir à pas cher les boîtes. Et ça, en fait, bah, ça favorise, si vous voulez, petit à petit, bah, vous rétrécissez le périmètre investissable et vous renforcez finalement la concentration. Et il suffit que vous ayez un petit peu plus de flux et vous renforcez ça. Et tiens, oh, vous inventez les ETF, ça devient la manne des ETF. Et les ETF, c'est bête et méchant, ça achète les plus grosses pondérations de l'indice. Ah, et vous renforcez le système, encore une fois. Donc là, typiquement, c'est ça, c'est de ça dont je voulais vous parler. Regardez ici, c'est le nombre d'IPO. Vous voyez bien la réduction de ces IPO qu'on a depuis 20 ans. Il n'y a plus d'introduction en bourse. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant pour des boîtes aujourd'hui de se faire financer par du private equity. Elles arrivent à avoir des valorisations bien supérieures à ce qu'elles auraient eu en bourse, et derrière, si vous voulez, à se faire financer. Et puis, il y a moins de contraintes. Là, vous voyez, le private equity, c'est les buyouts, donc c'est les rachats de boîtes, et vous voyez un petit peu le pourcentage de hausse. Vous voyez depuis 20 ans, en fait, qui c'est qui fait sortir les boîtes des indices. Voilà, ça, c'est pour moi des données qui sont très importantes à comprendre parce que clairement, si vous voulez, vous devez toujours avoir cette idée du flux. Ça veut dire que si on se projette, vous devez avoir soit pour que les marchés boursiers continuent de monter et continuent d'être survalorisés, mais d'être plus chers, parce que n'oubliez pas, en 1996, les marchés boursiers étaient déjà survalorisés. Ça ne les a pas empêchés de faire 4 grosses années de hausse derrière jusqu'en 2000. La bulle n'a explosé qu'en 2000. Ce que vous devez toujours prendre en considération, c'est qu'il faut se méfier quand on vous dit que c'est survalorisé et que donc il faut vendre. Parce que concrètement, si vous voulez, il n'y a pas, y a pas de... C'est les moments justement où on parle de survalorisation où vous allez avoir les exponentiels qui vont se mettre en place et où finalement il y a le plus à gagner en bourse en le moins de temps possible. C'est là où c'est le plus intéressant. Et certains marchés, certaines actions sont chères parce qu'elles ont toujours été chères, parce qu'elles sont recherchées. Les États-Unis sont chers historiquement parlant, mais parce qu'ils sont recherchés. Donc en fait, si vous voulez, vous devez revoir votre idée. La Russie est pas chère historiquement parlant parce que personne n'en veut. Donc quand vous avez je vais prendre un PER à 9, est-ce que la Russie est vraiment pas chère avec un PER à 9 ou à 6? Historiquement parlant, elle est pas chère, mais si vous voulez, elle a toujours eu ses PER à 6 ou à 9. Donc en fait, elle est au niveau. Et si elle monte à 13, il faut la considérer comme chère, parce que historiquement, elle était à 6 ou à 9. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques géopolitiques, on a peur d'y investir, etc. Pareil avec la Chine aujourd'hui. La France, vous avez toujours eu finalement des PER qui étaient autour de 16-17. Donc en gros, si vous êtes à 23, il faut considérer que vous êtes un peu plus cher. Mais est-ce que le marché n'est pas en train de vous dire, je suis en train aujourd'hui de payer plus l'Europe parce que j'ai plus de flux qui revient en Europe? Ces dernières années, si vous voulez, vous avez eu une baisse du dollar. Donc c'était plus intéressant pour toutes ces boîtes d'aller chercher les boîtes à visibilité et compagnie aux États-Unis.
Donc vous avez les flux européens, les flux japonais, et cetera, les flux chinois qui vous voulez se sortir, qui sont allés investir aux États-Unis. Et comme vous avez eu pendant 20 années une réduction drastique du nombre d'actions disponibles et du nombre d'actions répondant aux critères de visibilité, de cyclicité, et cetera, réduite également, eh ben vous avez eu une masse de flux sur un petit nombre de titres. Vous créez les concentrations. Et c'est un processus qui s'auto-réalise ensuite grâce aux ETF, et cetera. Et du coup, ben, vous sortez de plus en plus, ça sort les flux des autres petites boîtes où leur pondération baisse au fur et à mesure. Elles sont sous-valorisées, mais personne n'en veut parce qu'elles sont sous le radar. C'est du private equity ou c'est les patrons ou c'est des fusions-acquisitions qui vont ramasser la donne parce que c'est pas cher. Donc en gros, si on se projette, euh, vous pouvez très bien avoir des marchés qui sont considérés comme chers pendant plus longtemps que ce que vous pensez parce qu'il y a suffisamment de liquidités et trop peu de titres disponibles. A contrario, si à un moment donné, vous avez des dévaluations de monnaie, etc., qui font que ça devient plus intéressant à nouveau pour les flux étrangers de sortir des US pour revenir investir à la maison, et bien comme ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on a complètement désinvesti et sous-valorisé ces marchés domestiques, vous n'avez pas besoin de beaucoup de flux qui reviennent pour faire monter les cours très fort parce qu'il y a une offre qui a été complètement asséchée pendant des années. Et donc il suffit d'avoir un petit boost de demande et donc c'est pour ça également que, on le verra dans une autre vidéo également, mais vous avez des actions européennes qui sont très concentrées aussi, des indices européens qui sont très concentrés et également, à peu près une quinzaine de valeurs européennes qui vont refléter l'essentiel des flux. Donc là aussi, on a de la concentration. Et c'est des concentrations et des survalorisations aujourd'hui qui peuvent continuer et aller au-delà de ce que l'on pense parce que s'il y a des flux qui se rapatrient, des flux qui ont été aux US ces 10 dernières années, s'il y a un petit part de ces flux qui sont rapatriés en Europe, eh ben, ça peut prolonger, si vous voulez, la survalorisation et faire aller tout ça beaucoup plus loin parce que vous avez une offre qui est limitée et vous aurez une demande supplémentaire. Donc ne jamais négliger le côté technique du marché également. Et de la même façon, de temps en temps, le marché panique, si vous voulez, c'est juste de la panique, tout le monde a peur de perdre son argent, tout le monde veut sortir à n'importe quel prix. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là où vous avez des marchés qui peuvent être sous-valorisés à cause de panique. Donc c'est là où potentiellement il y a des affaires à faire. Mais ça, voilà, c'est pour moi le point central de bien comprendre cet aspect-là. La bourse et le fait que ça monte ou que ça baisse n'est pas qu'une relation macro et microéconomique ou de psychologie des foules, c'est aussi et surtout une relation de liquidité, de flux disponibles en fonction du nombre de titres disponibles. Et si on se projette, ces dernières années, le private equity, si vous voulez, a augmenté et a réduit ce que l'on avait sur le public au niveau du marché boursier. Et si on se projette, eh ben, si avec la hausse de la bourse, si vous voulez, ça va devenir plus intéressant et à cause de la hausse des taux d'intérêt, ça va devenir à nouveau plus intéressant pour un certain nombre d'entreprises de se financer sur la bourse plutôt que de se financer par du crédit et par du private equity. Et donc c'est là où à ce moment-là, vous avez un volume et une offre qui commence à nouveau à s'élargir sur la bourse, des flux du coup qui doivent se répercuter sur plus de valeur éventuellement. Donc on déconcentre. Et in fine, si ces flux-là baissent, eh ben on se retrouve, alors pas tout de suite bien entendu, mais on peut se retrouver dans le processus inverse, qui est d'avoir finalement une trop faible demande par rapport à un nombre de titres qui est trop large, trop déconcentré. Et à ce moment-là, donc, c'est là où vous avez un marché qui baisse ou qui va nulle part, même si économiquement, vous avez un certain nombre de sociétés qui sont très intéressantes. C'est le phénomène inverse. Donc, ne pas sous-estimer également cet aspect-là, qui a été le cas dans les années 70-80 et qui éventuellement peut redevenir le cas dans les années à venir. Mais c'est des processus qui prennent des décennies, hein, bien entendu. Voilà pour cette vidéo, pour faire cet exposé-là. Pour moi, du point essentiel, ne jamais sous-estimer la technicité des marchés et donc cet aspect de flux.